Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 18 février 2025. À la une ce soir, 4 corps sans vie découverts dans la broussaille à Sikoum dans la Sanaga maritime. Selon des informations, ces personnes auraient été attaquées par des bandes organisées spécialisées dans le vol de voitures et de motos et opérant sur l'axe Douala-Yaoundé. Une 5e personne a été retrouvée au même endroit, ligotée et dans un état très fébrile. À la une également ce soir, l'affaire de la vidéo choquante montrant une femme urinant dans une marmite de coq continue de susciter l'indignation. Arrêtée le week-end dernier, elle a été présentée à la presse ce jour. Selon ses dires, cette marmite souillée de ses urines n'était pas destinée à la vente, mais représentait un acte de protestation contre son mari qu'elle accuse de ne pas lui fournir les ressources nécessaires pour la ration alimentaire. Dans l'actualité également, ce mardi, l'Ordre national des médecins du Cameroun qui exprime sa désapprobation face aux visites inopinées, filmées, effectuées par le ministre de la Santé publique dans les établissements hospitaliers. Selon des médecins, ces vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux nuisent à la dignité du personnel soignant. Ils dénoncent une démarche perçue comme humiliante qui ne respecte pas les conditions nécessaires à un environnement de travail serein et respectueux. Et puis à l'étranger, l'hospitalisation du pape François qui souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires va être prolongée. Le pontife a été hospitalisé vendredi 14 février dernier alors qu'il était affaibli du fait d'un calendrier surchargé. Il restera hospitalisé aussi longtemps que nécessaire, a indiqué le Vatican. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Je vous le disais en titre, ils sont encore sous le choc. Ils ont également peur pour leur vie. Les habitants de Sikoum dans la Sanaga maritime se sont réveillés avec la découverte de 4 corps sans vie dans une broussaille, tandis qu'un 5e individu dans un état critique luttait contre la mort. Les victimes, selon les premiers témoignages, auraient été attaquées par des criminels. Ces derniers, opérant en moto ou en voiture, auraient enlevé leurs victimes avant de les conduire dans la brousse. Les précisions dans ce reportage de Lil Piedjou et Christian Bog. C'est dans cette broussaille, située à Sikoum, dans l'arrondissement de la Dibamba, à proximité de la nationale numéro 3, que le corps sans vie de Thomas Bihé a été retrouvé. La veille, il avait pris la route pour Edéya, dans la Sanaga maritime. Mais malheureusement, il n'arrivera jamais à destination. La famille de Thomas Bihé, inquiète de sa disparition soudaine, s'est mise à sa recherche. Ses restes seront finalement retrouvés aux premières heures de la matinée. Mon petit frère qui vient de mourir a été victime de cette situation. On lui a déshabillé là dans ce bosquet, arraché sa moto, prêt à sa mort, il est mort. Mais la découverte ne s'arrête pas là. Sur le même site, 3 autres corps en décomposition très avancée et un autre heureusement en vie, mais ligoté dans un état fébrile. 3 corps décomposés. On a juste rassemblé avec la gendarmerie. Il y a eu en tout 4 corps. Les gars du village, on s'est dit, si on fouille normalement la brousse, on va retrouver d'autres. On nous a dit ce matin qu'il y a encore eu agression ici. Emmanuel, habitant de Sikoum et victime d'une agression similaire il y a 3 ans, décrit le mode opératoire utilisé par ces brigands pour attaquer les motos et les voitures. C'est une personne qui te dit qu'il veut aller à Idia, il veut faire aller-retour, qu'il arrive ici, il dit que attends-moi ici, j'ai mon frère là qui veut aussi aller dans la ville d'Idia, on lui porte. La personne la sort maintenant avec la machette et les gourdins. On t'arrête, on t'attache. La découverte de ces corps laisse les habitants de Sikoum sous le choc et craintifs pour leur vie. Mais ce qui arrive maintenant dans ce village, c'est chaque jour, à chaque minute, qu'on est en train d'attacher, qu'on est en train de tuer. C'est de trop. Il faut un bon commandant. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Lokbadjek pour identifier les auteurs de ces crimes. Alors, Yaoundé, pour parler d'une autre affaire arrêtée le week-end dernier par des éléments du commissariat central numéro 4 à Mvengue dans la région du Sud, la tenancière du Tourneau révélée en train de souiller une marmite de coq avec ses urines a été présentée ce jour en compagnie de son concubin sur qui il pèse de forts soupçons de coaction.
Confrontée à Mvokada par ses anciens clients, la mise en cause refute avoir commercialisé ce repas à l'urine. Selon elle, il était destiné à exprimer son mécontentement face à son mari qui ne s'acquittait pas de son devoir de ration alimentaire. Joël Dom 3 et Serge Alanzibo pour les détails. Les mains croisées, comme résignés face à la gravité du chemin de croix culinaire infligé aux clients consommateurs potentiels d'un plat de coq souillé à l'urine et commercialisé en Vogada dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Dans les filets de la police, la mise en cause et son compagnon fortement soupçonnés pour coaction de tentatives d'assassinat et pratiques de sorcellerie se savent cuisinés par les fins limiers de la police. Elle donne ce qui est considéré par les enquêteurs comme une fausse piste. Dans les faits, elle veut nous faire croire qu'elle n'avait de ce que son mari ne rationnait plus à la maison. Elle a donc uriné dans cette marmite-là pour lui prouver sa colère. C'est pas logique et ça ne tient pas. Les forces de sécurité penchent plutôt pour des pratiques occultes aux fins d'accroître les ventes. Nous arrivons à la conclusion qu'elle fait partie de ceux qui pensent que pour accroître le capital, il faut utiliser tous les moyens, même des pratiques de sorcellerie. La présentation de ce couple de chimistes d'un autre genre ce 18 février va se transformer en un film projeté sur l'écran géant de cette rue du quartier Vogada dont la circulation est interrompue. Certaines clientes vont confronter en larmes le couple uni pour le pire. Le dispositif robuste de la police dissuade la population sortie en masse pour crier sa rage. Oui, et je suis vraiment fâchée. Lorsque je l'ai vu sortir là-bas, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Une rage est venue en moi, l'envie de la gifler. C'est un ressenti, ces problèmes de mal de ventre quand je mangeais chez elle. Donc le mal vient d'elle. Le bailleur du lieu où était situé le petit resto, saccagé depuis la survenue des faits, révèle des découvertes donnantes à réfléchir. Quand on a cassé, on a vu au moins 7 bouteilles de réacteurs avec les urines dans les alvéoles de fruits avec les sels. La cavale du couple mis en cause dans cette affaire mêlant empoisonnement et sorcellerie a été stoppée pour que la justice fasse la lumière sur cette affaire rocambolesque. Sur le lieu, il ne reste que la pierre tombale du restaurant au coq pipi. Les visites surprises du ministre de la Santé publique dans les hôpitaux sous le feu des critiques de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Les membres de cette corporation dénoncent la méthode utilisée par Manaouda Malachi, notamment la présence des caméras de télévision et des téléphones qui captent des vidéos et après diffusées sur les réseaux sociaux. Ils ont exprimé leur désaccord par voie de communiqué de presse. Cependant, le ministre a souvent affirmé lors de ses descentes que ces visites visent à identifier les problèmes qui affectent la prise en charge des patients afin de les résoudre. Plus de précision avec Karel Mezachachoya et Samuel Ebakissé. L'Ordre national des médecins du Cameroun reconnaît le droit aux autorités sanitaires d'effectuer des contrôles et évaluations administratives, mais conteste la méthode utilisée. Les membres de la corporation ont exprimé leur désaccord par voie de communiqué de presse en date du 17 février 2025. La présence des caméras de télévision et des téléphones prenant des vidéos altère significativement la sacralité des enceintes hospitalières, fragilise la confiance des populations envers les soignants et les hôpitaux et renvoie une image négative de la profession tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'Ordre national des médecins du Cameroun souligne également dans son document que chaque personnel de santé a droit à la dignité, quelle que soit la situation. Même en cas de faute, les enquêtes et sanctions doivent suivre une procédure établie au sein du ministère de la Santé publique et des ordres professionnels. Cependant, lors de ses visites sur le terrain, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a affirmé que son initiative vise à identifier les problèmes qui affectent la prise en charge des patients pour les résoudre. En avril dernier, par exemple, il avait pris la température des formations sanitaires du centre et mis en évidence les services à améliorer. Sur le terrain, nous avons constaté beaucoup de choses. Et donc, avec les responsables de ces formations sanitaires, nous allons dès demain pallier ce qui a lieu d'être. Et je pense que nous pourrons améliorer la qualité de soins dans ces formations sanitaires et sur l'ensemble du territoire d'ailleurs. La méthode doit-elle continuer à être administrée? Question à 0 francs.
Matinée dramatique ce mardi au quartier PK8 dans la ville de Douala. Un homme de la cinquantaine a trouvé la mort dans un incendie qui a pris en otage son atelier de froid et climatisation. Une disparition qui laisse sa famille inconsolable. Des détails avec Wilfried Ngomse, Monique Naoussi et Thierry Nana. Une famille et une population sous le choc après le décès tragique de Thomas Tsafak. Ce technicien de froid et climatisation a péri dans un incendie. Les flammes ont envahi son atelier situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment dans le quartier PK8 à Douala. Selon des témoins, l'incendie a été particulièrement violent et a laissé la population traumatisée. On a suivi un bruit sonore et quand je suis technicien électricien, j'ai suivi donc c'est un choc électrique. Donc d'une ligne à une autre ligne. Donc le monsieur lui-même, c'est un atelier de froid et climatisation. Effectivement, il a dû vraiment oublier de basculer dans sa ligne pour s'attacher à une autre ligne. Effectivement, mon premier voisin qui est venu en tant que secouriste, qui n'a pas pu vraiment le sauver. J'ai entendu 3 explosions. Bon, je me suis dit que c'est la haute tension, comme ça a l'habitude d'exploser souvent, qui était en train de nous embêter. Après, j'ai suivi les cris, on m'appelait par mon prénom, Charlie, fille de l'immeuble. C'est donc comme ça que je saute. Je sors en voulant m'échapper. Je me rends compte qu'il y a les flammes qui sortent de la fenêtre au niveau de l'escalier. Alors j'étais obligé d'évaluer les risques et de m'allonger sur l'escalier pour pouvoir descendre et m'échapper. La cinquantaine entamée, Thomas Tsafak était un homme respecté et aimé dans son quartier. Et son décès laisse sa famille inconsolable. Vraiment, je suis inconsolable, ça ne va pas. Parce qu'il laisse une grande charge, il laisse les enfants, tout et tout. Et hier, on s'est séparés à 17h avec un malade à l'hôpital. Au lieu qu'on ait le traitement de l'enfant, le voilà qui est mort. Je suis désolé. Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux après l'alerte de la population. Ils ont pu maîtriser les flammes avec l'aide des forces de maintien de l'ordre. Les restes du défunt ont été remis à sa famille et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Et non loin du lieu du drame, justement, les habitants de PK8 à Douala broient du noir depuis quelques jours. Difficile pour ces derniers de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Les activités commerciales sont au ralenti et les ménages payent le prix fort des coupures sur leurs appareils. Ce problème de rationnement de l'énergie électrique s'ajoute au défi des Camerounais déjà fragilisés par la vie chère. Voici le constat fait par nos reporters Leslie Poumecha et Thierry Nana. Une panoplie de t-shirts, des machines à l'arrêt. L'activité dans cet atelier est au point mort. Ce sérigraphe a la pression de ses clients qui réclament la livraison de leurs commandes. L'absence de l'énergie électrique lui cause du tort. Je suis arrivé tôt parce que hier, quand j'ai rentré, il n'y avait pas d'énergie. Il fallait que je sorte tôt pour pouvoir travailler. Ce matin, je n'ai pas pu travailler. Jusqu'à présent, je transpire, je ne parviens pas à travailler. Et les clients, il y a la pression derrière. Il n'est pas le seul à subir ce supplice. Ici au quartier PK8 à Douala. Cela dure des heures, parfois des jours. Certains font le choix de déserter leur domicile. Ils nous mettent vraiment mal à l'aise. Vous ne pouvez pas rester à la maison comme ça un week-end. Vous voulez vous détendre, il n'y a pas d'électricité. Mais tous les jours, ils sont dans la maison, sur le domicile. Il faut régler les quittances, il faut faire ceci. C'est la catastrophe. Vivre dans la pénombre ici commence à être une habitude. Et les coupures intempestives endommagent les appareils. Par jour, pour moi, couper même 6 fois. Ça nous garde les appareils. Ça dérange beaucoup, tellement même. Et ça garde les appareils. Parfois, notre groupe, si notre jour, ça a plus fait ici. Quand il n'y a pas de lumière, le marché dort. La seule chose qu'on peut vendre en longueur de journée, c'est uniquement les pochettes, les glaces. Mais le reste d'appareils qu'il faut tester avant de vendre un client, c'est compliqué. Donc, il faudrait vraiment qu'on trouve vraiment une solution. Ce calvaire quotidien, plusieurs autres quartiers de Douala l'endurent. C'est le cas à PK11, PK17, entre autres. Parlons d'éducation à présent et le probatoire qui peut encore se bomber le torse avec la nouvelle mesure prise par le gouvernement tchadien de faire de ce diplôme de la classe de première le pass pour l'examen du baccalauréat sur son territoire. La décision prise par la direction générale de l'Office national des examens et concours du supérieur au Tchad exige désormais aux candidats libres camerounais de présenter une attestation du probatoire authentifié, une décision diversement appréciée au Cameroun et qui semble se justifier aisément. Les précisions avec Junior Ossin et Thierry Nana.
Dans cette circulaire datant du 13 février 2025, la Direction générale de l'Office national des examens et concours du supérieur au Tchad exige désormais aux candidats libres camerounais de présenter une attestation de probatoire authentifiée pour passer l'examen du baccalauréat tchadien. Une décision diversement appréciée par les Camerounais. Je dirais que c'est une bonne initiative parce que les jeunes d'aujourd'hui aiment beaucoup la facilité. Parce que quand tu fuis déjà, tu t'en vas composer le bac tchadien. Tu n'as pas vraiment le niveau scolaire. Il faut que les deux États s'asseyent parce qu'il s'agit de questions qui ont trait à l'éducation. Pour les pédagogues camerounais, cette décision vise un but précis. J'estime que la mesure du gouvernement tchadien vise uniquement à se donner une certaine crédibilité, puisqu'il ne nous échappe pas qu'au Cameroun, par exemple, quand on parlait le diplôme tchadien, du bac tchadien, ce n'était pas pour honorer la personne. C'est une décision qui pourrait revenir rehausser le standing de cet examen et surtout également s'assurer de la production de bacheliers avec un niveau assez appréciable. Mieux encore, la mesure du gouvernement tchadien apporte une crédibilité certaine à cet examen de la classe de première qui fait polémique au Cameroun. Surtout que désormais, pour pouvoir être admis probatoire et admis à se présenter au baccalauréat, le candidat devra désormais avoir un minimum 10 sur 20 dans toutes ces matières de base. Par ailleurs, cette décision pourrait s'inscrire dans un processus d'harmonisation du système éducatif dans la sous-région Afrique centrale, indiquent ces enseignants du secondaire. Et le gouvernement camerounais multiplie les voies de financement pour les petites et moyennes entreprises. Dans cette optique, le ministère en charge des PME a signé une nouvelle convention avec une institution bancaire à Yaoundé plutôt. L'objectif est de lever les barrières d'accès aux ressources et de stimuler la croissance des PME au Cameroun. Plus de détails avec Karel Mezatiachoya et Samuel Evakissé. Ces signatures marquent l'aboutissement de 2 années de négociations au cours desquelles des dispositifs de mise en place de lignes de financement spécifiques ont été élaborés avec des taux bancaires accessibles. L'objectif principal est de soutenir le tissu agroalimentaire, les acteurs de l'économie sociale impliqués dans la transformation des produits locaux, ainsi que les artisans qui peinent souvent à trouver des ressources financières. Parce que l'une des contraintes auxquelles un certain nombre d'acteurs de très petites entreprises et autres sont confrontés, d'artisans, c'est qu'ils sont porteurs de projets mais qui parfois ne réussissent pas le test du financement. Et donc nous lançons une initiative qui, nous l'espérons, va attirer d'autres établissements bancaires pour que ces acteurs qui parfois sont mis en marge en fait des circuits de financement classiques puissent en fait progressivement se retrouver en fait dans des instruments financiers qui correspondent à leurs besoins, qui sont adaptés à leurs priorités et qui en fait... L'institution bancaire s'engage à développer une offre de produits financiers et non financiers attractifs pour les PME. Elle s'apprête également à appuyer le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans le renforcement des capacités organisationnelles et managériales des bénéficiaires ainsi que dans d'autres domaines. Priorité à l'amélioration des services dans le district de santé de la Cité Verte dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. C'est l'enjeu majeur qui a guidé ce 18 février le traditionnel check-up des acteurs impliqués dans la chaîne de fourniture de ces services. Entre défis et priorités, le district a évalué ses performances pour l'année 2024. Les détails de ce bilan avec Janice Kamga et Raoul Goufou. Check-up de routine ce 18 février à la sous-préfecture de Yaoundé 2e. Au scanner du personnel de santé, autorités administratives, autorités locales et partenaires au développement, les performances du système de santé dans le district de la Cité Verte pour l'exercice 2023-2024 face à une feuille de route ambitieuse. Nous devons résoudre 80% des problèmes de santé de notre population. Améliorer la qualité des soins dans les formations sanitaires, renforcer les capacités de nos agents de santé communautaires et surtout améliorer l'accès aux services de santé afin que notre population puisse bénéficier des services de qualité. À l'analyse, si le bon fonctionnement de la veille sanitaire dans le district
ainsi qu'une bonne collaboration entre les acteurs sont à saluer. Quelques faiblesses persistent, notamment une faible couverture vaccinale, une faible mise en œuvre de la prise en charge du paludisme pour les enfants âgés de 0 à 59 mois, 15% seulement, et une faible proportion de la cible enrôlée dans la plateforme CSU, soit 10,4%. En 2025, la priorité sera de renforcer cette promotion de la couverture santé universelle. Le chantier reste donc grand pour 2025. De la culture à présent avec la 7e édition du festival Madiba qui s'est tenu dimanche dernier à Bonanja, Ziga Bonjo, dans l'arrondissement de Yabassi. Les populations sont venues de partout vivre cette grande rencontre culturelle en présence du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, représentant personnel du président de la République. Cet événement unique en son genre s'est déroulé sous les auspices de paix et d'unité nationale et présidé par le ministre des Arts et de la Culture. Les détails de cet événement à Bonanja, Ziga Bonjo avec Junior Ossan et David Janté. Village Mbona Anja Ziga Bonjo à Yabassi, dans le département d'Unkam, région du littoral. Le rituel ancestral consacré à l'appel des ancêtres et des esprits de l'eau ouvre le festival Madiba. Il est effectué par Narcisse Mouelenkombi, chef du village. Il s'agit de célébrer le vous, le lieu de notre amour, le remplir mémoire dans la transformation de fleuve des économies, en tant que fleuve éponyme du Cameroun, matrice génétrice originaire de notre nation. Il s'agit aussi de magnifier l'eau, en tant qu'élément dominant de la nomenclature de la structuration administrative de notre pays. S'en est suivi des rites de purification des différents dignitaires traditionnels venus de toutes les régions et pays voisins pour ce grand événement culturel. Les présences du sultan roi des Bamoun, du Lamido de Moura, de la conférence des chefs d'Unkam, des Mbombok et des hautes personnalités marquent cet événement. Le festival Madiba fait aussi une union de culture. Vous savez qu'avec la culture, on peut retracer la vie d'un peuple. On peut retracer l'histoire d'un peuple. La 7e édition du festival Madiba a pour message la paix, l'amour. Cet arbre de paix, sorti de la case sacrée, est tenu par le doyen des chefs traditionnels d'Unkam et présenté en Vondo Samuel Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État. Le festival Madiba se veut un lieu d'expression symbolique, des chants artistiques et traditionnels, des danses patrimoniales, venues des localités diverses, sont venus meubler ce grand rendez-vous culturel. Les chefs traditionnels ont profité pour remettre des cadeaux en guise de remerciement aux représentants du président de la République avec des messages à l'appui. C'est tout le pays. Tout le pays. Donc, il a la charge. Et donc, une course de pirogue est venue mettre un terme à cette 7e édition du festival Madiba. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Du sport à présent avec le tournoi de l'UNIFAC, le Cameroun souhaite rester sur une spirale positive. Les poulains du coach Alioum Saïdou veulent confirmer leur bonne forme dans la compétition avec un excellent résultat face au Gabon ce mercredi à Douala. Et détail avec Mathieu Fangwa et Luciano Doudou-Ndiakou. Il faut rééditer l'exploit réalisé face à la République centrafricaine il y a quelques jours lors de l'ouverture du tournoi de l'UNIFAC. Les Lions indomptables U17 nourrissent l'espoir de croquer les jeunes panthères du Gabon à l'occasion de cette deuxième journée. On s'est toujours fixé cet objectif-là avec le match de demain. Si on le gagne, on va s'essayer, ça va nous qualifier. Donc, on est en train de préparer les enfants en fonction de ça. En face,
Le Gabon veut hausser son niveau de jeu et arracher ses 3 premiers points de la compétition, malgré la défaite 3-1 lors de la première journée face au Congo. Ce n'est pas écrit sur une boule de cristal que comme le Cameroun a gagné contre la Centrafrique, demain, nous aussi, ils vont nous faire une boucherie. Non. On vous promet un spectacle de grande qualité demain. Pour le sélectionneur du Cameroun, la polémique autour de l'imagerie par résonance magnétique perturbe la sérénité des joueurs. Vous êtes en train de traumatiser aussi mes enfants. Ils sont là pour s'amuser, c'est une organisation pour eux. On n'est pas là pour discuter l'âge des enfants et tout ça. Et c'est nos propres journalistes qui sont en train de taper sur les enfants. Le Cameroun affronte le Gabon à partir de 13h au stade annexe de Douala-Bepanda pour le compte de la 2e journée du tournoi de l'UNIFAC. Et après une longue période d'attente, l'on est enfin fixé sur la date de la cérémonie du Ballon d'Or camerounais 2024. Ce sera le 28 février prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Tous les contours de l'événement ont été présentés ce mardi au siège de la Fédération camerounaise de football. Des précisions dans ce reportage de Daniel Anissemboudier et Michel Foucault. 18 catégories en lice pour l'édition 2024 du Ballon d'Or camerounais contre 15 en 2023. Cette année, la Fédération camerounaise de football va récompenser le but de l'année dans les compétitions locales, un trophée également pour le fair play et des prix spéciaux pour des acteurs qui auront marqué d'une empreinte indélébile la saison sportive 2023-2024. Le tout via les bons soins d'un jury composé d'acteurs de poids. En tête, l'ancien manager sélectionnel des Lions indomptables Rigobertson Bahanak, assisté du juriste Éric Bissot, rapporteur. Dans ce cercle restreint, l'on retrouve des noms comme Souleymane Aboubakar, entraîneur de haut niveau, cumulant plusieurs années d'expérience en MTN Elite Football, Bernadette Anon, ancienne entraîneur adjointe des Lions indomptables, Sampaboum Kenneth Sama, entraîneur expérimenté. La FECAFOOT y a également associé la presse en nommant dans ce carré Joseph Valéry Foto, journaliste cumulant plus de 22 années d'expérience dans la presse sportive. Moi ça m'arrange, c'est bien, mais je pense que c'est pour tous les hommes des médias. Ma modeste personne est simplement peut-être la figure qui sera devant, mais quoi qu'il en soit, je ne ferai rien dans ce jury sans me retourner vers mes pairs, mes confrères, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, le maximum d'opinion avant bien sûr de transmettre aux éminents membres du jury. Cette équipe sera chargée de la présélection des nominés pour transmission à la commission FECAFOOT du Ballon d'Or qui fera une synthèse avant l'annonce officielle de la liste des nominés et l'ouverture du processus de vote. Le tout en moins de 10 jours maintenant. Je vous amène à présent au Niger. Je vous amène au Niger à la rencontre des Camerounais qui dépendent entièrement du Haut Commissariat du Cameroun au Nigeria. Mais malgré cette absence de représentation diplomatique sur place, ces étudiants, cadres d'entreprises, ménagères et hommes d'affaires font tout pour avoir un quotidien paisible et solidaire. Deux profils ce soir pour parler de la vie des Camerounais de Niamey. Dans ce reportage, notre envoyé spécial André Mirabeau-Mahop. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous amène à l'hôpital? Willy Morel Fopoussi est à sa 4e année de spécialisation en neurochirurgie à l'hôpital général de référence de Niamey, l'un des plus grands centres du pays. Les médicaments, tu continues à prendre les médicaments sans souci. Les maîtres sont disponibles pour nous encadrer. Ils n'hésitent pas à transmettre tout le savoir. Tout se passe bien et je me sens bien ici. Parti de Douala, il aura passé 7 années de médecine générale au Mali avant de poser ses valises au Niger. J'ai voulu découvrir d'autres horizons, sortir de ma zone de confort. Et la difficulté qu'on rencontre au quotidien, c'est vraiment le langage. Marie-Françoise Ngobakapa, déjà 13 années de vie dans ce pays du Sahel, une riche expérience à magasiner. Au départ, c'était difficile même pour avoir le taxi, quand on n'était pas habillé comme les autres. On pouvait rester longtemps sur la voie. On peut aussi dire qu'il n'y en avait pas assez comme aujourd'hui. La mentalité a changé. Au fur et à mesure que les gens sortent, ils voient comment ça se passe chez les autres. Il faut tenir face aux barrières de la langue, de la culture et surtout l'instabilité politique. Psychologiquement, un peu, mais les citoyens ne vivent pas ça. Les coups d'État et autres se limitent à la présidence.
Nous qui sommes dans les quartiers reculés, on va l'apprendre comme tout le monde à travers les médias. Malgré le contexte difficile, les relations entre le Cameroun et le Niger semblent au beau fixe. Un nouvel ambassadeur va bientôt prendre fonction du côté de Yaoundé. Le consulat est désormais ouvert à Bonapriso, à Douala. Ici, au pays des MENA, une forte communauté camerounaise vit dans la quiétude. André Mirabeau-Mahop, à Niamey pour Canal International. Merci à vous André Mirabeau. Disons à votre suite qu'au sujet des assises nationales ouvertes samedi dernier au Niger, la durée a finalement été prolongée. La clôture prévue demain a été reportée donc jeudi matin. Et toujours à l'étranger, le pape François est hospitalisé pour une bronchite. Dans une communication officielle, ce mardi, le Vatican annule ses engagements du week-end pour optimiser son repos. En Arabie Saoudite, cependant, les délégations russes et américaines se sont réunies ce mardi pour chercher une fin durable au conflit en Ukraine. Et puis en France, le secteur aérien est secoué par les affaires de violence sexuelle. Lille Piedjou et Calvanteca pour Escalmonde. Tous les engagements du pape François sont annulés pour ce week-end. Le Saint-Père, 88 ans, souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires pour un tableau clinique complexe. L'annonce est du Vatican. Cette hospitalisation du pape ramène des questions sur la santé du pape et sa capacité à gérer cette longue liste d'événements en cette année jubilaire de l'Église catholique, nécessitant sa présence physique. Plusieurs messages d'affection et de prière ont été envoyés à son chevet à l'hôpital Gemelli de Rome. Pour l'instant, son état est stable, pas de fièvre, une nuit plutôt tranquille. Il reste sous surveillance médicale. Autour de cette table, les chefs de la diplomatie des États-Unis et de la Russie à Riyad, en Arabie Saoudite. Sur la table, la préparation du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Au bout de 4 heures, pas de poignée de main, pas de déclaration, juste ce premier tête-à-tête entre le président russe et un chef d'État américain depuis plus de 10 ans. Pour l'instant, Moscou dit oui à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, non à son intégration dans l'OTAN qui constitue une ligne rouge absolue pour Kremlin. Vladimir Poutine se dit prêt aujourd'hui à négocier avec Volodymyr Zelensky. Le secteur aérien en zone de turbulence. Il n'échappe pas au mouvement de MeToo. Une enquête publiée par la cellule d'investigation de Radio France évoque des violences sexistes et sexuelles au sein de la compagnie Air France, notamment son personnel navigant. En 2020, Mediapart évoquait déjà la banalisation des violences sexuelles au sein de la compagnie. L'affaire est sur la table de Matignon et ce mercredi 19 février, la direction de Air France est convoquée par le ministre des Transports français. Selon les avocats spécialisés, les victimes ont du mal à prendre la parole pour partager leur expérience. La Belgique et l'Allemagne ouvrent grandement leurs portes aux étudiants camerounais. De nombreuses opportunités académiques ont été présentées au SMEBA 2025, la toute première édition du Salon de la mobilité étudiante vers la Belgique et l'Allemagne qui s'est déroulée dans les villes de Douala et Yaoundé. Reportage. La saison de la mobilité estudiantine est ouverte. Au Cameroun, ils ont été de nombreux élèves, étudiants, jeunes entrepreneurs et parents qui ont choisi le salon de la mobilité étudiante vers la Belgique et l'Allemagne pour explorer les meilleures opportunités d'études à l'international. La mobilité encadrée, elle est préparée à plusieurs domaines. Vous préparez votre projet académique. Quand vous avez préparé votre projet académique, vous préparez votre vie. Votre école, c'est votre vie. Je veux être un médecin demain, je veux être un ingénieur demain, je prépare. La Belgique et l'Allemagne sont deux pays qui ont des relations de coopération avec le Cameroun depuis de longues années. Échanges, conférences, ateliers, expositions et témoignages ont meublé cette toute première édition du SMEBA qui s'est respectivement déroulée dans les villes de Douala et Yaoundé les 4 et 7 février 2025. Sur la scène, des représentants des écoles partenaires du salon et autres facilitateurs. Nous sommes ici au SMEBA pour écouter les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous après nos études au niveau scène.
Déjà, il y a la Belgique et l'Allemagne qui sont des très grands pays. Déjà, le décor est très pro. Et nous sommes heureux, on a pu rencontrer des responsables avec lesquels on a pu discuter et nous ont convaincus de la véracité de ce qu'ils disent. Nous sommes très ravis de rencontrer les étudiants camerounais désireux de poursuivre les études en Belgique. On a eu l'occasion de présenter nos formations. Ils ont eu l'occasion de voir un tout petit peu ce qu'ils peuvent faire en termes d'admission, car c'est la période maintenant. Et donc ce sont vraiment des échanges très conviviaux et nous sommes contents d'apprendre davantage aussi sur le système éducatif camerounais avec des collaborations qui sont nées avec des universités et écoles privées que nous avons rencontrées. Au-delà de permettre aux participants d'en savoir davantage sur la construction d'un projet de voyage d'études, le Salon de la mobilité étudiante vers la Belgique et l'Allemagne ouvre également des voies vers l'obtention des bourses. Pour Afriland First Bank, nous croyons fermement que la création de la richesse commence par la formation. Et les parents, les institutions, les citoyens ne doivent ménager aucun effort pour ce qui est d'offrir à leur progéniture ou à eux-mêmes une éducation de qualité, parce que nous avons beaucoup à faire dans notre pays. Nous avons fait la visite de plusieurs écoles partenaires, privées et publiques, et il y avait vraiment une demande que nous avons amenée sur un plateau avec ces écoles qui apportent des cursus diplômants que nous n'avons pas sur le sol camerounais. Et on espère très bientôt des salons où nous allons parler de la mobilité dans l'autre sens des Camerounais qui sont à l'étranger pour le Cameroun. Et ce n'est pas fini. Pour une mobilité en toute tranquillité, les agences Eventify et Studly Cameroun sont reconnues à l'international comme les plus crédibles dans l'accompagnement des étudiants. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité au Cameroun, en Afrique et dans le monde ce soir. Au nom de toute l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur notre antenne. Je vous retrouve demain, 19h50. Prenez soin de vous. Bonsoir.